Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien et dans cette vidéo je vais vous présenter ZBrush 4.5 et donc c'est la dernière version qui est sortie et dans ce tutoriel donc on va essayer de démarrer de zéro dans ZBrush et montrer quelques petits trucs, les outils standards et on va essayer de sculpter aussi un buste d'un homme afin de pratiquer un petit peu les outils de base donc et puis de faire de l'organique. Donc, avant de vous présenter ZBrush, je voulais vous montrer rapidement avec quoi je travaille. Donc, je travaille avec une tablette Wacom Intuos 3, vous voyez qui est marqué là d'ailleurs. Je vous conseille de travailler, je vous déconseille même de travailler avec une souris sous ZBrush. Hein, vous prendrez vraiment pas de plaisir à travailler avec une souris. Et je vous conseille d'avoir une tablette et de préférence une tablette Intuos Wacom qui sont quand même des très bonnes tablettes. Mon stylet est configuré par défaut avec le clic gauche sur la pointe, le clic droit dans le petit bouton là, donc le deuxième bouton. Et pour le troisième bouton, moi j'ai cliqué sur touche et j'ai rajouté le raccourci CTRL Z. Donc, ce qui me permet d'avoir CTRL Z dans ZBrush automatiquement avec le bouton 3 là, de mon stylet. Au niveau de l'écran, donc moi j'ai un écran 16 neuvième, donc bon, peu importe. Vous voyez donc j'ai sélectionné bien mon écran et j'ai cliqué sur proportion obligatoire, ce qui fait que ma tablette, le bas de ma tablette n'est pas actif. Et surtout l'intérêt c'est que ça me permet d'avoir une vraie proportion par rapport à mon écran qui est un 16 neuvième et d'avoir un meilleur feeling au niveau du travail, au niveau du stylet et des sensations de dessin. Donc voilà pour ma tablette. Ensuite, j'ai téléchargé une petite application qui s'appelle ShowUp, qui date de 2005, je crois, donc qui est très vieille, qui a l'air très sympathique. Donc on va voir si ça va vous plaire. Qui est configurable très facilement ici dans ce fichier. Il suffit de l'enregistrer, de le fermer et de relancer l'application. Donc je vais vous montrer de suite à quoi ça sert. Ça me fait apparaître une petite bulle d'infos et ça marque les boutons sur lesquels j'appuie de ma souris, de ma tablette ou de mon clavier. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider pour pouvoir voir ce que je fais en direct sur mon clavier et sur ma tablette. Voilà. Alors, je vais peut-être fermer quand même ça. Tac. Donc j'ouvre ZBrush. Donc là ZBrush, à quoi ressemble ZBrush pour la première fois qu'on l'ouvre. Donc au départ on a une fenêtre qui s'ouvre ici, qui s'appelle Lightbox, qui est ici. Donc on peut régler dans les préférences Lightbox si on veut l'avoir au démarrage, etc. Les préférences dans ZBrush, ici vous avez toutes les préférences. Quand on modifie les préférences, il faut aller dans Config et il faut faire Store Config pour pouvoir que ça se repasse pareil pour le prochain démarrage de la session. Par contre, si par exemple j'ouvre cet onglet et que je mets des palettes ici, en général quand je vais redémarrer ZBrush, normalement ça va apparaître ici. Donc d'abord Lightbox, voilà à quoi ressemble Lightbox. Lightbox c'est un explorateur fait par ZBrush pour pouvoir voir ses propres projets, donc avoir un aperçu, donc c'est assez intéressant. On peut avoir les tools, donc tout ça c'est ce qu'il y a par défaut dans le dossier ZBrush 4.5. On a des brushes, on a beaucoup de brushes maintenant. Et par exemple si je veux une brush, il suffit de cliquer, on va prendre notre brush, il me suffit de double-cliquer et hop la brush apparaît ici. Si je veux un alpha, je double-clique et hop, il apparaît ici. Donc automatiquement ça flotte et on peut bien sûr naviguer dans nos dossiers à nous. Je vous conseille de vous faire des raccourcis dans les dossiers ZBrush par défaut, c'est beaucoup plus simple comme ça pour avoir accès à vos dossiers personnels si vous avez besoin. Donc on peut voir qu'on a accès à tout un tas d'outils. On navigue en cliquant et en glissant. Donc dans ZBrush, on navigue en cliquant et en glissant un peu partout comme ça pour pouvoir naviguer, descendre. Donc voilà pour Lightbox. Donc, autre subtilité de ZBrush qui est plutôt intéressante, c'est que sur tous les boutons, quand on laisse dessus, il y a une petite bulle d'info qui apparaît. S'il y a un raccourci, le raccourci apparaît. Et autre petit intérêt, si je clique sur CTRL, j'ai une bulle beaucoup plus complexe avec une véritable description de l'outil. Et donc c'est plutôt très intéressant parce que ça me permet vraiment de pouvoir voir pour des outils qu'on ne connaît pas, de savoir à quoi ils correspondent. Donc il suffit de cliquer sur le contrôle et on a un aperçu pour tous les outils. Donc voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite ZBrush fonctionne est assez facilement configurable.
j'ai un onglet ici, j'ai un onglet là, et je peux venir sélectionner donc mes menus. Donc on a tout un tas de menus, hein. Donc le menu tool qui est loadé par défaut, qui est ici, qui va être le plus important, que vous allez toujours travailler avec. Et si par exemple je veux prendre le menu render, le faire glisser ici, où il suffit de cliquer une fois, donc hop, il vient venir se poser. Il suffit de recliquer ici pour le fermer, ou de le faire glisser et de le lâcher. Donc voilà, c'est quand même très intuitif et assez sympathique. Donc je reclique sur le menu tool et je viens glisser mon menu tool ici. Donc moi je travaille par défaut comme ça. En général, je viens rajouter des palettes ici quand j'ai besoin de faire d'autres réglages. Donc voilà. Ensuite, pardon. Donc on est dans ZBrush et on veut commencer à travailler. Comment on fait? Donc il y a plusieurs possibilités de travailler, de commencer à démarrer un projet dans ZBrush. Soit en loadant un tool, donc qui est un tool ZTL, donc qui est un tool ZBrush, donc c'est nous qui l'aurons créé. Soit en important un OBJ, soit dans la Lightbox venir chercher des tools ou des dossiers qu'on a créés nous. Je sais pas s'il a un explorateur ou je sais pas s'il capte les OBJ, ça serait un truc intéressant à savoir. En tout cas, il capte bien les projets ZBrush, ça y a aucun problème. Ou alors, si on veut travailler à partir d'une forme de base, donc en travaillant, en démarrant dans ZBrush, on va pouvoir loader un tool ici. Et donc dans cette fenêtre, on a plusieurs outils. Donc on a des primitives, une sphère, cube, cylindre, enfin voilà, vous voyez bien tout un tas de primitives. On a une Z-sphère, donc ça je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais pas dans cette vidéo. Ici c'est un quick pick, donc dès que je clique sur un nouvel objet, il apparaît ici un quick pick, et là aussi il apparaît un quick pick, qui est assez intéressant. Si je veux réinitialiser ce quick pick, là il suffit de cliquer sur le petit R, et hop, il réinitialise tout ça. On a des brushes 2D aussi, donc et on peut loader des tools ici aussi d'ailleurs, importer, etc. Donc c'est les mêmes onglets, vous voyez que ça s'allume quand je passe devant. Donc les brushes 2D donc ZBrush a une possibilité de travailler en 2D. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise, c'est même quelque chose que j'utilise jamais personnellement. Je travaille toujours en 3D. Mais il y a des artistes qui font des choses vachement intéressantes avec ce genre d'outils et je vous invite à aller les consulter si ça vous intéresse. Donc moi je vais m'intéresser donc à la 3D et alors disons que je veux commencer par une sphère. Donc je clique sur une sphère ici et je vais dans mon viewport, je clique et je drague et je fais apparaître ma sphère dans mon viewport. Donc c'est super, donc on va pouvoir travailler avec une primitive. Disons que je veux commencer donc à travailler avec, ça va peut-être sculpter ou naviguer dans ma scène, je clique et là il se passe une chose, c'est qu'il y a des nouvelles sphères qui apparaissent. Et donc on se pose la question de qu'est-ce que c'est que ça. Et donc en fait là on est en version 2D+, c'est-à-dire qu'on est dans une fenêtre 2D+, donc on n'est pas en navigateur 3D, on peut pas naviguer autour de notre scène, mais on peut par exemple venir loader différents objets 3D. Et travailler comme ça, peut-être pour faire une illustration en 2D si ça nous intéresse. On peut par exemple loader des tools ou importer les objets. Les objets vont apparaître dans ce quick pick et venir les sélectionner et les faire apparaître dans notre scène par exemple. On peut venir avec l'outil Move, Scale et Rotate qui sont ici avec le raccourci W, E, R et le raccourci Q pour venir en mode peinture, en mode draw. Donc si je clique sur Move, je vais pouvoir venir déplacer le dernier objet que j'ai placé dans ma scène. Je peux venir le scaler. Par contre, on ne peut pas venir travailler sur le premier objet que j'ai mis dans ma scène. Et j'en clique sur Draw pour pouvoir venir redessiner des objets dans ma scène. Donc c'est pas ce qu'on veut faire, on veut travailler en 3D, donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur CTRL N et je fais réinitialiser mon document. Alors j'ai vu que mon petit truc a sauté. ZBrush est une application en plein écran et les trucs qui viennent en premier ont tendance à finir par sauter. Donc je vais recliquer dessus, on va voir si ça va voilà, ça le fait apparaître. Donc hop, je reviens, j'en fais un CTRL N. Donc je reprends ma sphère, je clique, je drague, et vous voyez ici qu'il y a un bouton Edit qui apparaît. Je recommence. Et donc c'est sur ce bouton Edit, la lettre T, qu'on va cliquer. Et là, on va être vraiment dans notre scène 3D.
Donc, comment on navigue dans ZBrush? Alors, bah, c'est pas très compliqué. C'est une petite habitude à apprendre, tout simplement, hein, comme dans chaque logiciel. Grâce au bouton gauche de la souris ou au bouton droite, donc pas sur mon stylet, hein, avec les deux boutons, le gauche et le droite, je vais pouvoir cliquer n'importe où dans ma scène et je vais pouvoir faire une rotation de mon objet. Si je clique sur le bouton Alt et avec le bouton gauche ou le bouton droite, je vais pouvoir déplacer mon objet dans ma scène. Si je clique sur le bouton CTRL, mais par contre avec le bouton droite de la souris, pas du tout le bouton gauche va me créer un masque, donc on verra ça un peu plus tard. Avec le bouton gauche, avec CTRL et le bouton droite de la souris, je vais pouvoir venir zoomer dans ma scène. Je déplace, je zoome, je fais une rotation. Donc Alt pour faire un déplacement, rien du tout pour faire une rotation, et CTRL pour faire un zoom. Donc voilà, on peut faire ça aussi ici, avec Move, Scale ou Rotate. On peut aussi cliquer sur Frame ou la lettre F pour, si jamais on est comme ça, je clique sur F, ou si j'ai déplacé mon objet loin, je reclique sur F, et il va me faire un fit, un frame dans mon viewport. Donc ça c'est pour les raccourcis de navigation. Donc ensuite sur le côté on a d'autres boutons qui sont assez utiles. On a un bouton Floor, donc qui permet de pouvoir disposer du sol. Ça sert surtout, en tout cas moi je m'en sers surtout pour le rendu. Donc si j'enlève le floor et que je fais un rendu ici, donc là vous avez un raccourci, un petit bouton de raccourci de rendu. Il y a toutes les options de rendu dans la palette render ici, donc on le verra pas dans cette vidéo, mais j'espère dans une autre bientôt. Mais en tout cas vous pouvez faire un rendu très rapide ici, quoi. Donc on a une petite ombre là, et si je rajoute le floor, et je refais mon rendu, donc il faut le rafraîchir, et il s'est pas rafraîchi, donc il faut cliquer dans la scène pour le rafraîchir un petit peu. Et là on a une ombre projetée au sol, donc tout simplement, voilà quoi, en tout cas moi je m'en sers, quoi. On a une fonction perspective, donc pour passer d'une vue orthographique à une vue perspective. Donc bon, voilà, ça je m'en sers pas mal. Donc ensuite on a des boutons de scroll et de zoom document. Donc là c'est pas pour le viewport, c'est vraiment pour le document. Donc si je zoome, vous voyez que j'ai un zoom vraiment du document, mais j'ai aussi un aliasing très fort. Faut savoir que ZBrush, enfin je sais pas exactement les subtilités du fonctionnement de ZBrush, mais ça fonctionne vraiment sur les pixels ZBrush quoi. Donc enfin voilà, et donc du coup là même si je dézoome dans ma scène, on est bien pixelisé quoi. Donc là ça permet de zoomer comme ça, et on a un scroll de document aussi, et on peut ici cliquer Actual Size pour se mettre à 0. Donc voilà pour scroller le document. Donc bon c'est quelque chose que je ne me sers pas forcément. Le seul truc que je me sers par contre, que j'ai appris dernièrement, c'est de me servir avec le bouton anti-aliasing qui réduit notre document par deux. Donc vous pouvez lire dessus le détail. Et en gros, c'est intéressant par exemple pour faire du rendu dans une scène, d'aller dans le document, de par exemple cliquer sur pour doubler la taille de notre document en pixels, donc la taille de notre document, et de recliquer sur anti-aliasing pour couper en deux, pour revenir à notre taille d'avant, mais avec un anti-aliasing beaucoup plus fin. Et donc ça pèse plus lourd, hein, ça tire plus de RAM et ça pèse plus lourd au niveau de ZBrush, quoi. Mais c'est très intéressant du coup pour faire du rendu avec un petit aliasing en plus, quoi. Donc voilà, on aura peut-être le temps dans une autre vidéo d'explorer ça. Donc je voulais vous montrer aussi deux trois petites nouveautés qu'il y a dans cette version de ZBrush, ou peut-être juste les versions d'avant. Donc on a cette fonction ici see-through, qui permet de mettre en transparence avec le bureau, donc qui permet de voir ce qu'il y a en dessous. Donc ça peut être intéressant peut-être de mettre un document en référence, et pour pouvoir se caler peut-être dans la caméra, et voir où c'est qu'on en est au niveau des proportions, etc. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez que quand je me remets sur un bouton, mon see-through revient à 0. Si j'amène des raccourcis pareils. Donc bon, enfin voilà, c'est assez intuitif, hein, toujours, quoi. Hop, je vais remettre à 0. À côté, on a un bouton menu qui permet de masquer les menus. Ça c'est pour les strips, donc j'avoue que j'utilise pas vraiment. C'est un truc intéressant à explorer aussi. Là on a des petits boutons, donc tout ça c'est des fonctions qui existent depuis longtemps, hein. Donc là on peut changer la couleur de notre interface.
revenir en arrière. Donc il y a plusieurs couleurs par défaut. Donc on peut choisir de changer l'interface. Moi celle-là par défaut me convient très bien. Si on customise plusieurs interfaces ou plusieurs menus d'outils, etc. Donc comme je l'ai déjà dit peut-être, je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo pour customiser ZBrush. Et donc on peut cliquer là-dessus pour pouvoir loader différentes versions de menus, etc. Je vais vous montrer rapidement un truc, donc je vais vous expliquer après comment j'ai fait tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour montrer une fonction. Quand je commence à sculpter, là vous voyez que j'ai un petit truc qui apparaît ici, et en fait c'est un raccourci, c'est un historique. Donc ZBrush maintenant a une fonction d'historique qui est assez intéressante, qui marche très bien, avec le délai, l'heure, etc. Et en fait, tout ça, c'est dans les préférences. Et donc, c'est une nouvelle fonction. On a une fonction d'historique. Donc, ça, c'est pour le voir le sélecteur en haut. Là, on peut voir le temps, donc comme je vous ai montré, l'heure et la date. Le maximum d'historique, 10 000, là, donc c'est quand même assez conséquent. Un warning quand, par exemple, j'ai un historique de 25 et que je reviens en arrière, que je reclique, il me met un warning pour me dire, attention, vous allez supprimer 25 fonctions d'historique ou plus. Donc voilà, un petit warning qui nous prévient. Si on veut le désactiver, on peut le désactiver en le mettant plus grand, plus important. Enable saving et skip loading. Donc à savoir que l'historique, au bout d'un certain moment, surtout quand il y en a 10 000, ça devient très lourd quand on sauvegarde nos documents. Donc là, ici, on a une fonction pour désactiver si je veux empêcher que pendant la sauvegarde, il sauvegarde l'historique. Alors que si je suis comme ça, et ben, il va sauvegarder l'historique. Et pareil pour l'ouverture, ça peut mettre quand même plusieurs minutes, voire une dizaine de minutes hein, pour des gros documents. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, on peut cliquer sur Skip Loading pour empêcher de loader l'historique. Donc, bah, c'est vraiment une question de choix et de workflow. Donc, bah, c'est à tester, quoi. Et on a du coup aussi une fonction Quick Save, donc qui permet de faire une sauvegarde automatique. Des fois, ça fait disparaître le truc, mais il n'y a pas de problème. Hein, c'est juste une petite question de rafraîchissement. Donc là, on a une fonction de Quick Save qui est ici, qui dans les préférences est ici. Et donc là, toutes les 20 minutes, il me fait une sauvegarde automatique. On peut cliquer pour empêcher qu'il sauvegarde l'historique si ça devient trop long. Maximum de failles. Là, il y a un chronomètre d'une minute qui affiche en haut là qui nous dit attention, il va y avoir un quick save dans une minute, quoi. Donc voilà, et on peut cliquer là-dessus pour delete tous nos quick save. Au niveau du quick save, on peut retrouver ça dans Lightbox Quick Save ici. Donc là, vous voyez mon dernier quick save, c'est un truc, quoi. Et sinon, on peut aller dans Windows, Documents, donc qui apparaît à côté sur la deuxième fenêtre. Et donc dans mes documents, on a un dossier ZBrush Data, et là on a notre dossier Quick Save, et on a le dossier Préférences, Temporaire, et Z Startup, donc on peut venir ici enregistrer nos raccourcis, tout ça. Enfin, je crois que par défaut ça s'enregistre là, de toute façon même. Donc voilà, si on installe ZBrush, il y a tout qui est conservé ici dans notre bibliothèque de documents. Et donc là, tous les Quick Save qu'on a fait. Donc je retourne dans ZBrush. Donc voilà en gros pour les 2-3 trucs que je voulais vous montrer au niveau de l'interface. Bon, il y aura beaucoup de choses à voir, hein, mais on verra ça petit à petit déjà dans cette première vidéo et après plus tard dans les prochaines vidéos. Bah, je vais réinitialiser mon document. Donc pour ça, je vous ai dit d'appuyer sur CTRL-N, mais là vous voyez que ça marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut pas marcher? En fait, il faut recliquer sur Edit, voilà, et là il faut cliquer sur CTRL-N, et là c'est réinitialiser le document. Si je reclique, il me garde en mémoire, il est là d'ailleurs, mon document sur lequel j'ai travaillé. Donc je clique sur CTRL-N, je vais reloader une sphère 3D, voilà, ou en cliquant là-dedans et en reprenant ici, peu importe. Je redrague, j'appuie sur mon bouton T, et je suis en mode Edit. Donc dans cette vidéo, on va faire de l'organique, hein, donc c'est-à-dire je vais vous montrer comment sculpter un torse humain, au niveau un petit peu anatomie, utiliser les brushes de base de ZBrush, donc vraiment utiliser les outils de base. Donc mon objectif c'est pas de vous montrer beaucoup de choses d'un coup, je vais essayer de rester le plus vous montrer vraiment le minimum de choses, mais les trucs les plus intéressants au départ et les premiers outils qu'on peut utiliser et voilà comment on va avancer. Donc je load ma Z-sphère et donc là donc je clique dessus pour sculpter, commencer à sculpter et là il me dit que je suis dans une primitive 3D et que je peux pas sculpter dessus, donc cliquez sur Make Polymesh 3D, bouton de Tool Palette. Donc dans la palette Tool,
ici. Donc on a un bouton qui s'appelle Make Polymèche 3D. Donc ici, comme c'est considéré comme une primitive, tout ça c'est des primitives, on peut pas sculpter directement dessus. Et en fait, on a des options ici que bon, j'essaierai d'explorer peut-être une autre fois, qui sont un petit peu différentes que quand on va avoir un polymèche 3D. Donc je clique sur polymèche 3D, et là vous voyez j'ai une nouvelle palette qui apparaît. Donc il y a des options qui sont vachement communes, hein, mais il y a des nouveaux trucs qui apparaissent. Donc bon, enfin, j'essaierai de vous montrer ça plus tard. Donc je clique sur polymèche 3D, et là j'ai une palette Subtool, et dans ma Subtool, j'ai un polymèche 3D qui s'appelle un PM3D. J'ai d'ailleurs une nouvelle sphère qui s'appelle ici PM3D Z sphère 3D. Donc c'est bien ma sphère ici qui s'est transformée en polymèche 3D. Si j'avais ma sphère 3D plus 1 là, enfin underscore 1, je clique sur polymèche 3D, j'ai un polymèche 3D underscore Z sphère 3D. Du coup là il appelle 3.